La lumière irradie un salon cossu. Ennoyauté, autour de la table, on s'affaire autour de tasses fumantes. Un enfant, serti de jouets, observe le cliquetis des cuillères. C'est le déjeuner. Une petite fille, sur les genoux de cette femme, à gauche, happe notre regard et nous introduit dans l'intimité de cette scène domestique. C'est une scène de genre, une scène familiale en l'occurrence, que peint ici François Boucher en 1739. Une vision intime du quotidien. C'est un tableau de moyenne dimension, 81 par 65 cm, conservé à Paris, au musée du Louvre. La peinture de genre, c'est une peinture qui se démarque des grandes compositions historiques, allégoriques, religieuses. C'est une peinture qui répond au goût de la bourgeoisie, cette classe sociale qui prend un essor inédit au XVIIIe siècle. L'art de vivre bourgeois, ce sont les mots de l'historien Daniel Roche dans son Histoire des choses banales. Une autre façon de vivre, en quelque sorte, plus intime, moins ostentatoire. Quelques mots sur Boucher, peut-être? François Boucher est né en 1703. Il a 36 ans lorsqu'il peint ce tableau. C'est un peintre établi. Il s'est sans doute formé auprès de son père, Nicolas Boucher, puis de François Lemoine. On le voit ici, représenté par le peintre suédois Gustav Lundberg en 1741. Il a, comme nombre de peintres de cette époque, effectué un voyage à Rome pour se confronter aux grandes œuvres italiennes. À son retour en France, il gravite autour de l'Académie royale de peinture et de sculpture et bientôt, il jouit de commandes royales. Par la suite, sa notoriété est assise par la protection de Madame de Pompadour. Donc, c'est un homme qui jouit d'une grande fortune critique de son vivant et pourtant, c'est un peintre que l'on va désavouer par la suite. On lui reprochera une certaine affaîtrie. On lui reprochera surtout de ne pas avoir le génie de ses contemporains. Est-il besoin d'ajouter que Boucher n'a pas le génie mélancolique et la distinction innée de son maître Watteau, qu'il n'a pas la verve et la fièvre de son élève Fragonard? Il n'a pas non plus, en s'en tenant au pur métier de peintre, le dessin délié, l'harmonie fine du premier, la touche grasse et libre du second. Entre l'un et l'autre, il fait un peu figure vulgaire. Ce sont les mots de Maurice Fenaille. Maurice Fenaille, on le voit ici, industriel, grand amateur d'art, qui donnera son nom d'ailleurs au musée Fenaille de Rodez. Fenaille qui fut vice-président de la Société des Amis du Louvre, de la Société des Amis de la Bibliothèque Doucet, membre du Conseil des musées nationaux, de la Société des Amis de la Bibliothèque nationale de France, ou encore de la Société de l'histoire de l'art français. Bref, Fenaille qui est loin d'être un Véotien. Et pourtant, ces mots traduisent l'état d'esprit d'une époque qui a jeté Boucher aux oubliettes. Alors, tirons les fils du monde. Mais observons de plus près cet intérieur. A priori, c'est un intérieur bourgeois. Observons le miroir aux formes alambiquées. C'est un objet caractéristique du style rocaille, omniprésent dans les hôtels particuliers ou les palais de cette première moitié du XVIIIe siècle. Le rocaille, c'est un nouveau répertoire iconographique qui s'inspire de la nature et plus précisément des coquilles qui ornaient les grottes, les nymphées ou les jardins. On va jouer des lignes serpentines, on va jouer de l'asymétrie des motifs. Quelques détails néanmoins trahissent la présence du monde au-delà, bien au-delà de ces quatre murs. La vaisselle en porcelaine chinoise, le Bouddha enchâssé dans cette étagère et la teneur même du petit déjeuner, en l'occurrence la dégustation du café. C'est l'historien Fernand Braudel qui soulignait dans l'Europe moderne la découverte par les Européens de ces nouveaux goûts comme le thé, le café, le chocolat. Empruntés, ce sont les mots de Braudel, au pays d'outre-mer. Parce que le caféier, comme le théier ou le cacaotier, c'est un arbre qui croît en zone intertropicale. C'est l'un des principaux produits ramenés en France par les navires qui accostent dans les grands ports de la façade atlantique. Un produit luxueux qui témoigne de l'élargissement du monde à l'époque moderne. Boucher était fasciné par cet élargissement du monde. Il possédait lui-même un grand nombre d'objets exotiques. C'était un grand collectionneur. Les objets qu'il a collectés témoignent certes du goût d'une époque, mais aussi des circuits artistiques mondialisés. On en voit un bon exemple avec cette eau-forte du comte de Caylus, d'après François Boucher notamment, qui est en fait une carte de visite en quelque sorte de l'échoppe d'Edme François Gersaint, qui était un célèbre marchand d'art parisien installé sur le pont Notre-Dame. Ces œuvres, que l'on voit ici, conservées au musée Cernouchy à Paris,
et qui date du XVIIIe siècle, donne elle aussi une idée des objets qui circulaient alors en Europe. La Chine, au début du XVIIIe siècle, c'est pour les Européens un territoire encore méconnu et mystérieux qui s'ouvre très modestement au commerce et au contact avec les étrangers. On voit ici une carte du XVIIIe siècle. C'est une carte qui a été dressée par Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, qui était le géographe du roi. C'est une carte dressée à partir de l'exceptionnelle documentation amassée par les jésuites. On rencontre justement, à la fin du XVIe siècle, quelques jésuites dans cet empire du milieu, mais il ne s'agit que d'une poignée d'hommes. Une poignée d'hommes qui plus est étroitement surveillée par le pouvoir impérial. Certains de ces religieux vont acquérir néanmoins une position à la cour en faisant montre de leur talent technique, scientifique, impressionnant donc les élites chinoises grâce à leurs connaissances en astronomie, en mathématiques, en technique également. Et prenons l'exemple des horloges occidentales. Les horloges occidentales vont connaître, grâce à eux, un véritable engouement auprès des lettrés, et on voit fleurir des ateliers d'horlogerie à la fin du XVIIe siècle à Pékin et dans les grandes villes chinoises. Les contacts commerciaux sont restreints à Macao, au sud de la Chine, d'où les marchands portugais sont parfois autorisés par les autorités chinoises à aller s'approvisionner aux foires de Canton à quelques encablures. Les échanges prennent une toute autre dimension à partir du XVIIIe siècle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la modernisation de l'agriculture chinoise permet la croissance et l'extension des activités artisanales et industrielles. Les fabriques de laque, de papier, les ateliers de soierie, les fours à porcelaine se multiplient alors et emploient des dizaines de milliers d'ouvriers qui travaillent désormais autant pour l'élite chinoise que pour l'exportation. Conscientes de l'opportunité à saisir, les puissances européennes s'emploient à créer et à maîtriser de nouveaux circuits commerciaux pour fournir l'Europe en produits chinois. L'Angleterre, les Provinces-Unies envoient de plus en plus de navires des grandes compagnies à charte, suivis par leurs concurrents qui veulent eux aussi leur part de bénéfices. C'est ainsi que les représentants de l'East India Company et de la VOC se pressent nombreux auprès des autorités chinoises pour demander une ouverture plus ample du pays au commerce international. Ils sont partiellement exaucés en 1759, quand le gouvernement de Pékin accepte de laisser les navires étrangers accoster à Canton, mais sous la stricte supervision des fonctionnaires impériaux, évidemment. À partir de cette date, les chinoiseries arrivent en masse en Europe pour le plus grand plaisir des milieux aristocratiques et bourgeois des grands centres urbains. Porcelaine, céladon, laque, soierie emplissent les salons. On voit ici une gravure de Huquier qui représente l'audience de l'empereur chinois, tenture commandée à Boucher par la manufacture royale de Beauvais. Boucher s'est d'ailleurs inspiré des écrits et des dessins réalisés par les jésuites pour imaginer ces scènes. Et le produit phare de ces échanges reste le thé, dont la consommation explose en Europe. Un chiffre tout à fait éloquent: dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les quantités transportées par les navires anglais sont multipliées par 10. Incontestablement, la Chine est à la mode à cette époque dans les capitales européennes. Accompagnant les chinoiseries, les témoignages, les descriptions livrées par les jésuites sur cet empire lointain stimulent les imaginaires, comme en témoignent les écrits de Voltaire par exemple, qui y trouvent matière à réflexion et à admiration. Voltaire fait d'ailleurs une véritable apologie de la Chine, éreintant au passage la mondialisation marchande de son époque et ses travers. Je le cite, Voltaire: « Les princes de l'Europe et les commerçants, dans leur découverte de l'Orient, n'ont recherché que la richesse. Les philosophes, eux, y ont découvert un nouveau monde, physique et moral, écrit-il dans son dictionnaire philosophique. Boucher, lui, condense les deux mondes et lie Europe et Asie pour notre plus grand bonheur. »